IDFM 98 de la Monde FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dorothée Leurent a débuté comme rédactrice dans de grands groupes de presse, puis après son mariage avec Jacques Ségala, elle s'est tournée vers la production radio et la publicité. Elle a écrit de nombreux scénarios de films, enregistré des comédiens renommés et collaboré avec des hommes politiques. C'est en Inde qu'elle a appris ce que c'était que la résilience et à quel point ces éclats de joie qui la traversaient et ces éclaboussures de soleil qui venaient la surprendre l'appelaient vers une autre vie. On va parler d'un livre qui raconte son chemin et celui des personnes qu'elle admire. Ça s'appelle Les chemins de la résilience, surmonter l'épreuve, aimer à nouveau la vie, avec Dorothée Leurent et une préface de Patrick Poivre d'Arvor. Bonsoir Dorothée Leurent. Bonsoir. Alors, pourquoi vous avez besoin de résilier? De résilier, oui, j'adore ça. Je dis le mot dès le début, résilience, résilier. Mais pourquoi vous avez besoin de faire une résilience? C'est peut-être ce que vous avez écrit dans votre premier livre. Oui. D'abord, je voulais l'appeler le courage de vivre, parce que je suis toujours en admiration devant le courage. Et la résilience, c'est quand même le courage. C'est-à-dire la vie, à un moment, vient vous chercher. La résilience, ça arrive après une agonie psychique. Et l'agonie psychique, où vous refusez d'aller dans la vie, comme Jean-Louis Trintignant, ou vous avancez vers la vie quand elle vous envoie des opportunités. Et ce premier pas vers la vie, quand la vie vient vous chercher, je voulais vraiment en parler. Et donc, vous avez un problème, vous avez perdu un enfant, c'est ça? Alors, j'ai perdu... Vous voulez déjà qu'on en parle? Oui, on va parler de votre premier livre. Mon premier livre, déjà. Parce qu'on peut se demander ce que vous étiez parti résilier en Inde. Alors, j'ai perdu mon fils dans un accident de moto. Et vraiment, ça a été une agonie pour moi. Parce que j'étais divorcée quand mon fils avait 3 ans. Je l'ai élevé toute seule. Et donc, j'étais totalement fusionnelle. C'était mon totem. C'était... voilà, je faisais un couple, si on peut dire, avec lui. Donc... je n'avais plus de repères. Et là, je sentais, après cet accident, que mon âme était partie. On en parle d'une façon ésotérique, mais mon âme vivait à côté de moi. Il y avait une espèce de vide à l'intérieur de moi qui était insupportable et qui faisait que je suis complètement dans le noir. Et je me suis dit, il faut que j'aille chercher la lumière ou je vais devenir folle. La lumière, où je la trouvais, puisque je suis de culture chrétienne, dans un monastère, mais c'est assez aride, où... j'aimais beaucoup l'Inde déjà, je me suis dit je vais aller dans un ashram. Et je suis partie en Inde et c'est vrai que la vie a recommencé en Inde. C'est ce que j'explique dans mon premier livre. Et dans mon second livre, je voulais justement raconter plein de parcours de résilience, dire aux gens qui ont eu un deuil ou un divorce ou une agonie psychique qui peut être aussi la perte de leur société, comme dit tout perdre en un jour et recommencer à bâtir. Le poème de Kipling, je voulais dire à ces gens-là, il y a plein de chemins de résilience, il faut que vous sachiez que ça existe, donc vous n'imaginez pas la souffrance, ont eu ce chemin de résilience, et expliquer cela d'une façon concrète, parce que sur la résilience, vous avez Boris Cyrulnik, dont tout le monde va parler, chaque fois que je parle de résilience, on parle de lui, mais qui explique d'une manière psychologique, d'une manière un peu médicale, mais personne ne parle de la résilience comme on la vit d'une façon concrète, avec ce courage quand même de dire oui à la vie à un moment. Et là, c'était vraiment une mission de vie pour moi. D'ailleurs, je pense que c'est l'univers qui va me le faire, d'écrire ce livre et d'expliquer à tous les gens que cette résilience, comment on doit la vivre, comment se l'attribuer, comment la posséder, comment s'en servir. Oui, alors dans ce livre, c'est surtout une quarantaine de personnes qui ont perdu des enfants, qui ont perdu des membres de leur famille. Oui, c'est la perte d'un être cher, en fait. Voilà, parce que c'est vrai qu'autour de nous, il y a sûrement des gens qui ont perdu beaucoup de choses, mais en dehors de perdre un être cher, on ne sait pas forcément ce qui leur arrive au niveau professionnel, etc. Donc, on n'en sait rien. Oui. C'est rare. Je crois que, si je peux expliquer ça, il y a vraiment une grande différence entre la résistance et la résilience. Boris Cyrulnik en parle en disant, la résilience, c'est... vraiment une agonie psychique, c'est-à-dire que vous éclatez en 1000 morceaux et qu'après il faut se métamorphoser, construire et se métamorphoser. La résistance, c'est vous prenez le choc, vous restez debout, mais vous ne vous métamorphosez pas, vous ne changez pas, vous restez comme vous êtes. Et à ce moment-là, il n'y a pas de résilience. La résilience, c'est une transformation. Vous mourrez à ce que vous êtes et vous devenez quelqu'un d'autre, ou vous restez dans cette espèce de petite mort.
Mais il y a résilience quand il y a, c'est ce que Ovide explique, hein, c'est Ovide qui a inventé le mot résilience. Il est parti de resilio en latin et il a fait résilience qui est bondir en arrière pour ressauter plus en avant, c'est-à-dire rejaillir. Et c'est vraiment ça, la résilience. Parce que c'est un mot qui ressemble beaucoup à résilier. Ce serait aussi la résiliation d'un contrat. Que ce soit en faisant une résilience ou que ce soit avec des suicides, puisque dans votre livre, il y a ceux qui ne résilient pas. Enfin, il y a les pas courageux, ceux qui ne font pas le pas, qui ne rebondissent pas en avant, mais qui sautent plutôt par la fenêtre. Alors, j'appelle pas ça les pas courageux, parce qu'il faut beaucoup de courage aussi. Pour sauter par la fenêtre. Pour sauter par la fenêtre. Et j'ai beaucoup d'amour, de respect pour les gens qui ne sont pas résilients. Parce que c'est ce que j'explique sur Romy Schneider, par exemple, qui a décidé de mourir après la mort de son fils. Elle ne pouvait pas être résiliente, parce qu'elle a eu une enfance où sa mère l'a mis dans un pensionnat très sévère avec des religieuses anglaises. Elle venait la voir 10 minutes par an en coup de vent. Elle n'avait pas ce qu'on appelle le lien, c'est-à-dire assez d'amour en elle pour pouvoir être résilient. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui fasse que vous avez pu vous édifier dans votre enfance. Et Romy Schneider, en plus, son fils, il s'est quand même empalé sur une grille, et Alain Delon disait d'elle, elle voulait tellement mourir. Et d'ailleurs, on croit qu'elle est morte d'anamorphose, c'est-à-dire que le cœur, on ne le sait pas, mais le cœur peut se transformer. Il peut avoir une maladie du cœur. Alors en France, on appelle ça une maladie du cœur, mais au Japon, on appelle ça le takotsubo. Le cœur se transforme, oui, et devient comme une amphore. Et c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça, parce que c'est l'amphore qui prend les pieuvres. Et à ce moment-là, on peut mourir de ça. C'est-à-dire que c'est comme un infarctus, on voit des points noirs et on peut en mourir. Maladie du cœur brisé. Oui, c'est la maladie du cœur brisé, bravo. C'est dans votre livre, bon, il y a aussi celui qui vous fait la préface, Patrick Poivre d'Arvor, sa fille lui laisse un mot comme quoi elle n'a pas envie de vivre. Enfin, je veux dire, elle se suicide et elle dit merci, mais pour tout ce que tu as fait. Mais j'ai pas envie de vivre. La vie ne m'intéresse pas, je ne sais pas exactement sa phrase. Alors on le connaît comme Patrick Poivre d'Arvor, on le connaît comme un journaliste. En fait, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui a une tendresse, une empathie, un altruisme. Quand on le rencontre, on peut être que sous le charme. Il a un charme énorme. Il a perdu 3 filles, quand même. Donc une à la naissance, une de la mort du nourrisson et Solène. Et en fait, c'est celle qui est morte quand elle avait 3 ou 4 mois qui l'a beaucoup marquée. Parce que Solène, il s'est battu pour elle. Il s'est battu tout le temps. Et elle a choisi, effectivement, elle a choisi de mourir. Mais elle a dit merci pour tout ce que tu as fait quand même, mais je préfère mourir. L'anorexie est une maladie épouvantable. C'est une maladie de souffrance. Donc... Oui, d'ailleurs, tous ceux qui sont dans votre livre, il y en a pas mal qui créent des associations. Alors, les associations m'intéressaient, c'est-à-dire que pourquoi j'ai choisi de parler de ces gens qui avaient perdu plus qu'un être cher, un enfant, parce que ce sont les plus belles résiliences. En fait, c'est là où c'est le plus difficile de se reconstruire et où on a besoin peut-être de tuteurs de résilience ou de chants. C'est ce que dit Patrick Poivre d'Arvor dans sa préface. Il dit, je ne sais pas si le courage existe, c'est une confluence de choses qui arrivent et qui font que vous allez de l'avant. Patrick Poivre d'Arvor dit qu'il y a un avant et qu'après il y a un après. Il y a un avant, il y a un après. Mais lui, son avant, il l'a eu il y a très longtemps. Parce que vous dites, il a perdu un enfant de la mort subite du nourrisson, un deuxième et un troisième. C'est aussi ce qui revient dans le livre aussi. On se rend compte qu'il y a des familles qui sont très touchées. Oui. Patrick Poivre d'Arvor, c'est complètement un résilient parce qu'il a eu en plus une espèce de leucémie quand il était petit, il était en sanatorium, donc il a eu une enfance très isolée et très vite, après la mort de sa fille, de la mort du nourrisson, là, il a dit que le cirque médiatique et tout ça, il a pris des distances avec ça, il adorait son métier, mais ce qui l'intéressait, c'était de partager avec les autres les rencontres, le partage, l'altruisme, d'aider les autres. Et c'est vrai que Patrick Poivre d'Arvor a cette
aura là, c'est-à-dire qu'il aide très souvent les gens quand il peut les aider. C'est quelqu'un qui est devenu très humain, forcément. Alors, pour Solène, pourquoi il y a tellement d'associations? C'est que les gens un peu people, un peu qui ont réussi cette espèce de justement vie médiatique, ont la possibilité de faire cette association. Mais c'est pas comme ça la résilience, c'est aussi devenir ce qu'on est profondément. Si vous voyez Latifa, cette jeune femme, elle voulait être avocat, elle est devenue avocate. Moi, je voulais devenir écrivain, j'étais rédactrice, et bien tout à coup, je suis devenue écrivain. J'ai pas bougé beaucoup, je me suis pas beaucoup transformée, mais à 9 ans, je voulais déjà être écrivain. Et on m'a dit, ah, un écrivain, il y en a 50 qui gagnent leur vie, tu gagneras jamais ta vie comme ça et tout. Donc, je suis devenue rédactrice. Mais profondément, à 9 ans, j'avais décidé que je serais écrivain. Et donc, après le décès de mon fils, je suis devenue écrivain. Je suis allée, et j'aimerais bien parler de France Gall après. On va vers ce pourquoi on est fait. Oui, et puis vous écrivez aussi à la page 79, ces sentiments de fierté et de respect que l'on désire offrir à celui qui est parti, mais dont l'empreinte reste, sont peut-être l'une des grandes motivations de la résilience. C'est peut-être aussi une fête de rendre hommage, oui, et de réparer. Absolument, absolument. Moi, je me souviens que j'étais une loque, une espèce de petite serpillière pleine de larmes qu'on n'arrivait pas à essorer. Et quelqu'un m'a dit, où qu'il soit ton fils, s'il y a quelque chose, il ne peut pas être heureux avec une mère comme ça, qui est une espèce de loque. Et ça m'a fait réfléchir, et je me suis dit, mais oui, mais mon devoir, c'est de construire quelque chose après, effectivement. Et là, à partir du moment où vous allez vers la vie vous offre plein d'opportunités, plein de grâces, plein de possibilités, et il faut dire oui. Et il y en a un qui n'est pas d'accord avec ça, c'est Patrick Chenet. Lui, il dit qu'il ne peut pas faire le deuil. Voilà, Patrick Chenet dit qu'il ne veut pas se servir de la mort pour se sanctifier. Oui. Très belle image. Ça vous plaît, ça. Patrick Chenet, il dit un petit peu ce que tout le monde pense, en fait. Évidemment qu'on ne fait pas son deuil. Dire qu'on fait son deuil, on ne veut pas faire son deuil. On ne veut pas oublier. On veut se remplir de la présence, d'une façon ou d'une autre, de la personne qui est partie. Alors, Patrick Chenet, comment il a réagi, lui? Il a décidé qu'il y avait deux mondes. Un monde avec son fils, Ferdinand, et un monde qu'il vivait sur Terre avec ses pièces de théâtre et tout ça. Et c'est très intéressant ce qu'il dit. Il dit, de temps en temps, quand j'en ai assez du tohu-bohu, du tapage, de toutes ces histoires humaines, je me réfugie dans le monde que j'ai créé avec Ferdinand. Et dans ce monde-là, il y a la paix, je me sens bien, il n'y a pas du tout d'ego, il y a juste une espèce de bienveillance universelle. Et j'aime bien me réfugier dans ce monde-là. Il a créé deux mondes. Maintenant, Patrick Chenet, il a réagi en faisant des rites. Oui, c'est ça. Il a des rites tout le temps. Des rites pour les anniversaires. Oui, alors quand il y a un match de football, il va mettre un drapeau sur la tombe de son fils. À Noël, il va mettre des boules de Noël. À Pâques, il va mettre des œufs. Il fait son anniversaire avec ses copains. Il marque tout. Voilà. Et puis il a fait cette association contre l'alcool au volant. Son fils ne buvait pas, mais il était accompagné par quelqu'un qui avait bu et qui s'est trompé sur le périphérique à la porte d'Auteuil et qui a pris le périphérique en sens inverse. Oui, ça arrive de prendre le périphérique en sens inverse. Surtout qu'il n'y avait pas de sens interdit, c'était pas marqué. Quelquefois, c'est mal indiqué. Bon, maintenant, il y en a un. Quand vous commencez votre livre, vous dites au fil du temps, il existe toujours un moment où l'on me pose la question, et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et en général, vous répondez... Je sais plus ce que je réponds. Je rends les gens heureux, et vous? Je rends les gens... Ah oui, donc je réponds, je rends les gens heureux, et vous? Parce que je trouve que toujours poser la question, et vous, cette espèce d'évaluation de la vie professionnelle m'agace. En plus, quand je dis que je suis rédactrice, ah oui, quel journal, quel magazine, machin, qu'est-ce que vous écrivez et tout, j'ai pas envie, je rends les gens heureux. Alors, ça les scotche, parce que, et vous, et ils me demandent comment. Et ça m'intéresse comme discussion, parce que je dis, mais j'ai plein de phrases feel good pour les gens en disant, mais ça vous va bien, et votre sourire est joli, et voilà. Et je tire ça de ma vie
de scout où on devait toujours faire une bonne action, une BA. Et, et bon, j'ai l'habitude de toutes ces phrases feel good qui font que les gens tout à coup se sentent bien, irradient. Je trouve ça très intéressant de voir la transformation de quelqu'un qui est de mauvaise humeur, surtout à Paris, et qui tout à coup trouve la bonne humeur parce que je lui ai dit 2 ou 3 choses sensées sur elle et qui lui vont bien. Bon, alors qu'est-ce que la résilience? On en a parlé un peu en première partie. Le premier, c'était Ovide. Après, il y a eu Boric Cyrulnik. Entre-temps, il y a eu Amy Werner en 1929 qui appelait des petits-enfants qu'elle avait sauvés. C'est résilient, on pouvait en parler un petit peu? Oui, donc c'est Ovide qui en a parlé en premier. Et après, on passe à Amy Werner qui, elle avait fait un PhD, c'est-à-dire un doctorat de psychanalyse sur les enfants, et a été étudié 200 enfants dans une île d'Hawaï qui étaient abandonnés, qui vivaient dans la rue, et qui les a étudiés pendant 30 ans pour voir comment ils s'en sortaient et pourquoi ils s'en sortaient. Et là, c'est un petit peu dur parce qu'elle ne les a pas aidés, elle les a surveillés. Et elle s'est rendue compte que ceux qui s'en sortaient, donc sur les 200, il y en a quand même 70 qui s'en sont sortis, qui ont une vie normale, qui ont même réussi dans la vie, avec une belle famille, une belle situation. Et qu'est-ce qu'ils avaient de plus, ces enfants? Ils savaient saisir les opportunités. C'est-à-dire que certains se sont rendus compte qu'il y avait une petite classe gratuite de lecture dans une arrière-cour dans l'île, et ils y sont allés. Ils ont su demander de l'aide. Ils avaient un petit peu confiance dans la vie et ils étaient altruistes. C'est-à-dire qu'ils avaient le sens des autres, de l'empathie. Donc elle a cerné toutes ces qualités. Et elle s'est rendue compte que, effectivement, si vous vouliez vous en sortir, donc il faut avoir quand même un petit peu d'envie d'aller vers la vie, de faire confiance à la vie. Oui, Réna, dans votre livre, je dis que tout se situe avant 18 mois. Vous le disiez tout à l'heure, si on a reçu de l'amour, on peut peut-être le rendre. Se le rendre à soi-même. Parce que la résilience, c'est aussi penser à soi. La résilience, c'est aller vers la vie, mais il existe quand même de l'aide. Des tuteurs de résilience. Regardez Albina de Boisrouvray, c'est son fils unique qui est mort avec Daniel Balavoine dans l'hélicoptère, et puis Thierry Sabine au Paris-Dakar. Elle est restée 2 ans sans bouger de sa chambre, et c'est Bernard Kouchner qui est venu la chercher, qui a fait sa valise et qui a dit « je t'amène au Liban ». Et là, en distribuant les médicaments, elle s'est rendue compte qu'il y avait une autre vie possible. Et là, elle a commencé à vouloir aider. Elle a vendu tout ce qu'elle avait, c'était la petite fille de l'homme le plus riche de Bolivie. Elle est quand même arrivée à 100 millions. C'est Jeanne Boldy, célèbre psychiatre des années 80, qui explique quant à lui que la force de la résilience viendrait de la qualité de l'attachement dont nous avons bénéficié enfants, et plus fondamentalement jusqu'à 18 mois. Donc cet attachement qu'on a eu, c'est-à-dire ce qu'on nous a donné, on a plus de facilité de faire une résilience si on a eu des parents aimants, enfin si on s'est senti aimé avant. Alors, c'est juste ce que dit John Bowlby. Moi, je ne suis pas d'accord, enfin dans le sens où il y a 2 choses dans l'éducation. Il y a le lien, qui est l'amour, effectivement, et il y a la loi. Le lien, normalement, c'est la mère qui distribue de l'amour, et la loi, c'est le père. Moi, par exemple, parce que c'est quand même ce que je connais le mieux, j'ai reçu aucun lien. J'ai été élevée par une nurse dans une famille catholique du Nord, très très austère. Et je pense que la loi m'a suffi, puisque nous n'avions que des règles, pour être résiliente. Donc en fait, il n'y a pas que l'amour, j'en ai pas reçu du tout, il y a aussi le lien, la loi qui fait qu'on devient fort quand même. Il faut une certaine structure. Les enfants qui ont reçu de l'amour et pas de loi, je ne sais pas s'ils s'en sortent. Mais je pense que la résilience, c'est voir. Parce qu'à un moment, la vie vous êtes au fond du trou, vous êtes complètement... et puis la vie, je suis sûre de ça, vous apporte des grâces, des opportunités, des appels en fait. Et vous allez vers ces appels, vers cette grâce, ou vous n'y allez pas. C'est une décision. Parce que ça, Charles Pépin le dit à la fin du livre, et je trouve qu'il le dit bien, comment la vie revient. Le bonheur, c'est pas la peine. Vous ne pouvez pas l'avoir après le décès d'un être cher ou un grand traumatisme, puisqu'il s'agit de traumatisme en fait. Le bonheur, vous ne pouvez pas l'avoir, mais il y a la joie. La joie, elle est extérieure. Vous ne décidez pas de la joie. Tout à coup, il y a un rayon de soleil, tout à coup, il y a
une douceur de l'air, tout à coup il y a quelqu'un qui vous embrasse, ou une lettre gentille, ou un mot gentil, et il y a ce que j'appelle un éclat de joie qui vous traverse, et vous sentez que la vie, elle revient par cet éclat de joie. Il y a ces éclats de joie qui arrivent, vous sentez la vie qui revient, et là, après, si vous acceptez ces éclats de joie, vous pouvez aller vers le bonheur, qui est autre chose, qui est une harmonie entre le monde et vous. Ça, c'est beaucoup plus difficile, parce que l'harmonie, vous ne la trouvez pas tout de suite. Il faut vraiment un long travail. Mais si vous saisissez les opportunités de changement qu'on vous offre, c'est-à-dire de vous métamorphoser. Je prends l'exemple de Jean-Louis Trintignant. Jean-Louis Trintignant est quelqu'un qui dit tout le temps « Ma fille était ce que je préférais au monde, sans elle, je ne désire pas vivre. » Il a un cancer, il a décidé de ne pas se soigner. Ce n'est pas qu'il ne fait rien. Il a fait un film, il déclame toujours des poésies, mais il ne se métamorphose pas, il n'a pas changé, il n'a rien fait. Et il ne veut pas aller vers la résilience, il ne veut pas changer de vie, il ne veut pas aller mieux. Il veut rester dans ce deuil. Alors, on reste toujours dans le deuil, c'est ce que Patrick Génier disait, mais on l'aménage. C'est quand même formidable, France Gall, qui dit « Je n'ai jamais été aussi heureuse ». Stéphanie Fugain, qui dit « Merci à Laurette ». Ce sont quand même des gens qui se sont transformés. France Gall, elle a toujours été cornaquée par son père, qui lui a fait cette chanson « Sacré Charlemagne ». Son père était connu, c'était le parolier d'Édith Piaf et de Charles Aznavour. Après, elle a été cornaquée par Julien Clerc, par Claude François. Après, il y a eu Michel Berger. Michel Berger qui s'est occupé de sa carrière. Tout à coup, elle n'a plus rien. Elle a perdu Pauline, sa fille. Elle a perdu son mari. Elle a eu un cancer du sein. Et puis elle dit « Je n'ai jamais été aussi heureuse ». Et je me suis dit « Mais comment on peut dire ça ?» Et en fait, après s'être ressourcée dans sa maison du Sénégal, elle a décidé de monter cet opéra rock Résiste. Elle est allée au bout d'elle-même. La résilience, c'est ça, c'est aller jusqu'au bout de soi, c'est la légende personnelle, comme dit Paulo Coelho. C'est une espèce de réalité augmentée de soi. Elle a pu monter cet opéra rock, j'y suis allée à la première, il y avait une standing ovation d'un quart d'heure. Elle a réussi ça. Et là, c'était le bonheur pour elle d'exister par elle-même, d'avoir réussi à transformer ses deuils, ses traumatismes en une réussite. Deuxième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM avec Dorothée Leurent, Leurent. Les chemins de la résilience, c'est publié aux éditions du Courrier du Livre. Qu'est-ce qui se passerait si on remettait au goût du jour l'étape du deuil de 2 ans en s'habillant une année en noir, une année en couleurs différentes, ou en pouvant porter simplement, comme le faisait mon père, quelque chose au revers du veston, une barre. Qu'est-ce que ça changerait ? C'est une bonne question. Il y a Albert Moukébert qui répond, qui dit le deuil, il dure 9 mois. Pendant 9 mois, c'est même pas la peine, c'est un neuropsychiatre très connu. Pendant 9 mois, c'est même pas la peine d'essayer de changer quoi que ce soit, de sortir de son deuil. On va aller mal. Il faut accepter d'aller mal. Donc, peut-être pas 3 ans comme avant ou 2 ans, mais pendant 9 mois, porter le deuil, ça serait intéressant. Sauf qu'on n'est pas dans ce monde-là. On est dans un monde de réussite, où on doit aller bien. Oui, où la mort n'existe pas. Où la mort n'existait pas, fait peur. Et dès que vous parlez de mort ou que vous portez, les gens s'éloignent, ont peur. C'est presque comme si c'était contagieux. La mort, quelqu'un qui a eu un enfant qui meurt, ça fait peur à toutes les mamans à la rigueur. Et moi, votre livre, il m'a fait peur. Hein. J'arrêtais pas de penser à mes enfants. Je me suis dit, j'ai de la chance et je touche du bois. Ça remet des choses en place quand même. Ça remet des choses en place. On se rend compte qu'il y a des gens qui ont eu des vies. On parle de Victor Hugo d'ailleurs. On peut parler de Victor Hugo. Oui. Alors, tout le monde connaît Demain dès l'aube. Tout le monde a appris ça à l'école, sans savoir forcément que c'était pour sa fille, parce qu'on ne nous disait pas, je ne me souviens pas qu'on nous ait dit que c'était pour sa fille morte. On sait qu'il a fait tourner les tables, mais il a quand même il a fait du spiritisme pour essayer de la retrouver, mais on a quand même cette phrase qui dit « Les morts sont les invisibles, mais ne sont pas les absents ». Donc ça prouverait qu'il l'a pas retrouvé en faisant
tourner les tables. Les Si. morts sont les invisibles mais ne sont pas les absents. Alors non, il a une phrase qui est encore mieux, qui dit elle m'a guidée. Certaines fois, elle m'a guidée. Non, il a ressenti la présence de sa fille, c'est sûr. C'est intéressant l'histoire de Victor Hugo, parce que je trouve que justement dans ce livre, on ne parle pas quand même que de la mort d'un enfant, hein. Faudra couper, hein, parce que ça c'est tabou. Victor Hugo, par exemple, qu'il ait perdu Léopoldine, on le sait, mais on ne sait pas que... Comment? Justement, on ne sait pas comment, on ne sait pas que c'était une jeune fille ravissante, très jolie, qu'elle a remplacé Léopold, qui est mort à 4 mois, justement, et donc elle bénéficiait d'un attachement énorme de la part de son père. On ne sait pas qu'elle s'est noyée avec son mari, et que son mari, qui nageait très bien, a essayé de la sauver, a plongé 6 fois, il n'y est pas arrivé, et qui s'est accroché à elle pour se noyer avec elle. Il a fait le sacrifice de sa vie. C'est une histoire terriblement romantique. C'était leur premier amour, ils se sont mariés, elle avait 16 ans, et ils se sont mariés plus tard parce que Victor Hugo trouvait que c'était trop jeune, mais elle a toujours été amoureuse de lui a toujours été amoureux d'elle, et ils se sont noyés ensemble. Dans la Seine. Dans la Seine, oui, il avait acheté un bateau, il voulait traverser la Seine, et ce sont les paysans en face qui ont vu, il y a eu un coup de vent très bizarre sur la Seine, parce que la météo était au beau fixe, et le bateau s'est renversé, et on pense que Léopoldine s'est accrochée avec sa robe dans les voiles et qu'elle ne pouvait pas se détacher. Donc lui a plongé donc 6 fois pour essayer de la décrocher. Il n'y est pas arrivé, il a senti qu'elle mourait et il s'est accroché à elle pour mourir avec elle. C'est une histoire fabuleuse, et d'ailleurs Victor Hugo l'appelle mon fils. Il a fait un poème où il dit: mon fils, puisque tu avais tant d'amour, repose en paix, voilà, vous êtes 2 anges aux cieux. Oui, Moi, je voudrais parler aussi de Rudyard Kipling, c'est une histoire formidable. oui, quand vous pouvez nous la raconter. Oui, parce que c'est ce que j'aime bien dans ce livre, enfin c'est normal, hein, c'est mon livre, c'est que il y a des anecdotes justement que les gens ne connaissent pas sur des gens très très célèbres, et on voit tous les chemins de la résilience, il y en a 40 différents auxquels on peut s'accrocher. Alors, Kipling, par contre, c'est vraiment une histoire où il n'y a pas de résilience possible, parce qu'il avait un fils qu'il adorait, pour qui il a fait ce poème. Kipling, avec son merveilleux poème que tout le monde connaît, si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, tu seras un homme, mon fils. Enfin, il y a toutes sortes de strophes, hein, avant tu seras un homme, mon fils. Il a écrit ça. Son fils était terriblement myope, c'était la guerre de 14. Il voulait franchement aller à la guerre parce que tous ses amis y allaient, et donc il a essayé de se faire enrôler. Et on lui a dit: vous êtes beaucoup trop myope, pas question. Il a essayé 2 fois dans un autre corps armé de se faire engager, et on lui a dit la même chose la 2e fois: vous êtes beaucoup trop myope, il n'est pas question que vous fassiez la guerre. Et là il a été voir son père, il a dit à son père: tu as tellement de relations, je veux aller faire la guerre, débrouille-toi pour que je sois engagé. Et donc Kipling, qui était déjà un people très connu, très célèbre, a téléphoné juste à un ami général qui a dit: bien sûr, je prends ton fils. Et son fils a été tué au premier moment de la guerre, juste au débarquement. À la première sortie. À la première sortie, tout de suite en sortant du bateau sur une plaine, et on n'a pas retrouvé le corps. Et donc Kipling a passé sa vie, pourtant il a écrit le livre de la jungle et tout, hein, mais il a passé sa vie à chercher son fils. Il a été déprimé toute sa vie. On a trouvé le corps qu'en 91, d'une façon définitive, grâce à l'ADN et tout ça. Mais il était mort en 91. Oui, il était mort. De sa vie, il n'a jamais retrouvé. Il a écrit ce qu'on ne sait pas pour tous les soldats inconnus, et c'est sur la tombe de tous les soldats inconnus, connus seulement de Dieu, en anglais. On va passer à une femme très connue, c'est Elisabeth Kübler-Ross. Oui. C'est celle qui donne les 4 ou 5 étapes du deuil. Ils ne sont pas tous d'accord avec elle, d'ailleurs, les psychiatres de maintenant. Non, ils le disent, d'ailleurs, Albert Mouquebert, il n'est pas d'accord. Et pourtant, ça nous semble quand même logique. Eh ben non, moi je ne les ai pas eu non plus. Hein. La colère? Ben non, j'ai pas eu du tout. Vous n'avez pas été en colère? J'ai pas du tout été en colère. Pourquoi j'aurais été en colère? C'est un accident de moto. Non, j'ai pas du tout été en colère, parce que quand même, quand un choc arrive, et là, j'en ai parlé avec beaucoup de... J'ai donné des conférences, donc j'ai parlé avec beaucoup de gens qui avaient perdu un être cher, un être proche. On est anesthésié.
il y a une espèce de... Vous savez plus où vous êtes, vous savez plus qui vous êtes, il y a une espèce d'anesthésie. Et la souffrance, elle n'arrive pas tout de suite, elle arrive en rafale après je dirais, une semaine. Vous êtes anesthésié pendant une semaine. La souffrance arrive en rafale, et là, c'est une souffrance épouvantable. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on vous ronge le foie, vous savez, et que c'est tellement physique que vous ne savez plus ce qui est physique ou moral, et que vous ne comprenez pas pourquoi vous n'en mourrez pas. Mais le livre que j'ai écrit, c'est pas sur la souffrance, hein, c'est sur la résilience. Non, mais là, on reste donc sur les 5 étapes du deuil. Oui. Le déni. Alors, moi, je ne peux pas en parler parce que je sais que ça a été pendant 10 ans. Et Elisabeth Kubler-Ross, elle a raison, il y a la colère, le déni. Je n'ai connu aucune de ces étapes-là. J'ai connu une espèce de sauve qui peut, c'est-à-dire que l'anesthésie, après l'espèce de destruction de tout ce que j'étais, après le besoin de ne pas devenir folle et de partir vers la lumière, cet appel de la lumière en me disant où je sombre, où c'est la lumière, ce départ pour l'Inde, et là cette reconstruction et ce retour vers Paris où ça devient difficile la reconstruction, parce que c'est facile dans l'Himalaya hein, de méditer, de connaître le grand tout, de connaître l'harmonie du grand tout, d'être quelqu'un, vous savez, vous jeûnez, vous mangez pas grand-chose. Vous avez l'esprit plus clair. Vous avez l'esprit plus clair, donc vous êtes forcément dans une belle configuration, et puis vous arrivez à Paris, vous sentez qu'il faut refaire votre vie. Là, ça devient dur, et je pense que vous avez des aides quand même. Les gens, je ne sais pas si c'est les gens, la vie vous apporte des opportunités. Donc vous leur avez donné des sous-familles dans les talentueux. On a Elisabeth Kubler-Ross, c'est sûr. Bon, c'était une infirmière pendant la guerre qui... Non, ce qui m'intéressait dans Elisabeth Kubler-Ross, c'est qu'elle a accompagné des milliers et des milliers de mourants, et qu'elle a dit, à chaque fois, il y a eu une lumière. À chaque fois, il y a une lumière qui venait chercher, qu'il voyait. Et donc, bon, comme c'est quelqu'un de très structuré, Elisabeth Kubler-Ross, je trouve que c'est assez rassurant de savoir qu'il y a toujours eu cette lumière. Oui, et puis le fait qu'il ne faut pas laisser les mourants tout seuls, comme on l'a fait au printemps, là, il faut quand même être à côté d'eux. Oui, je veux dire, c'est bien, oui. si on peut, si ce n'est pas un accident ou un suicide. Il y a cette phrase de Nietzsche qui me plaît beaucoup, il faut encore avoir du chaos en soi pour donner naissance à une étoile qui danse. Oui. Et alors là, je trouve qu'il y a une phrase de Cioran beaucoup plus moderne, mais qui dit un petit peu la même chose, qui dit discuter avec des gens qui n'ont pas souffert est une perte de temps. Et quand même, la souffrance rend plus humain, plus altruiste, on perçoit des nouvelles choses, on ne voit pas du tout les choses de la même façon, il y a l'horizon qui s'élargit, d'autres couleurs, d'autres façons d'appréhender le temps, d'autres façons d'appréhender la joie, et une gratitude infinie pour des moments de bonheur qui arrivent malgré tout. Oui, alors, moi je pense que tout le monde a souffert. Oui. Je pense que franchement, qui n'a pas souffert? C'est comme vous racontez dans votre histoire, l'histoire de cette femme qui perd son enfant et qui demande à un sage qu'on lui rende. Oui. Oui. Il lui dit ok, si tu me trouves une famille, oui. Si tu me ramènes un grain de riz d'une famille qui n'a jamais connu la mort. C'est un grain de moutarde. Un grain de moutarde, non, bon, c'est un grain de moutarde, c'est pas grave. Mais je pense que qui n'a pas souffert dans sa vie? C'est pour ça que Cioran, cette phrase, qui n'a pas souffert dans sa vie? Et c'est pour ça que je voulais écrire ce livre, parce que je disais, on a tous besoin de résilience, on a tous besoin de se rendre compte que la résilience existe, comment se l'attribuer, comment la gérer, et de voir que tous ces gens ont souffert et que ça ne se sait pas. Qui sait que Travolta a dit je ne savais pas si j'allais m'en sortir, je ne savais pas comment m'en sortir. Bon, qui sait que Pierre Brosnan, qui vraiment est éclatant dans ses James Bond et tout ça, a dit maintenant je vois tout le verre à moitié vide, je n'arrive plus à voir le verre à moitié plein. Et c'est vrai que j'avais parlé avec un cardinal, donc qui avait donné la confession à beaucoup de gens, et je lui avais posé la question, j'avais dit qu'est-ce que vous en pensez? Et il m'avait dit les gens sont beaucoup plus malheureux qu'on ne le pense, et il n'y a pas de grands hommes.
Et ça m'avait marqué, cette phrase, je devais avoir 20 ans. Et je trouve après que c'est vrai, quand je parle de souffrance, les gens ont tous une façon d'avoir souffert et une façon de s'être redressé. Ou pas. Pour revenir à la phrase de Sioran, peut-être qu'il pense qu'il y a des gens qui n'ont pas la capacité de souffrir, c'est-à-dire que la souffrance, elle passe, mais ils ne la ressentent pas. Parce que cette phrase que vous allez me répéter là. La phrase de Sioran, discuter avec des personnes qui n'ont pas souffert est une perte de temps. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont capables de ne pas souffrir? C'est l'histoire de la chambre noire de Jacques Lecomte qui est intéressante. Alors, c'est un spécialiste de l'inceste, lui. Donc en fait, il connaît bien la résilience après l'inceste. Et j'aime bien son histoire et elle me sert, ce qui prouve que je pense que j'ai fait des tas de chemins, mais je me dis, il y a encore des chemins que je n'ai pas fait. Et Jacques Lecomte explique, c'est comme si vous étiez... C'est un psychanalyste très connu de la psychanalyse positive. Il dit, c'est comme si vous aviez une maison qui est tellement jolie, vous avez tout arrangé, tout est beau, tout est harmonieux. Et dans cette maison magnifique, il y a une chambre noire. Et cette chambre noire, où vous décidez de ne jamais l'ouvrir, à ce moment-là, elle va prendre la poussière, il va se passer des tas de choses, et un jour, elle va éclater, et là, vous allez éclater avec elle. Ça, c'est pour l'inceste, c'est pour les gens qui ne parlent pas d'inceste, qui ne peuvent pas, et tout à coup, ça ressort, parce qu'il se passe quelque chose dans leur vie qui fait que c'est obligé de ressortir. Cette chambre noire éclate, et là, ils éclatent avec. Si vous allez tout le temps dans cette chambre noire, à ce moment-là, jamais vous n'allez reconstruire quoi que ce soit, jamais vous allez vous transformer, jamais vous n'arriverez à quoi que ce soit, vous êtes dans la chambre noire. Et j'ai des exemples de gens qui restent dans la chambre noire. Et ensuite, vous avez la manière de faire, c'est-à-dire aller dans la chambre noire de temps en temps, épousseter, savoir que vous êtes dans la chambre noire, mais que vous allez en sortir. Et ça, je trouve ça bien. Et moi, les soirs de Noël, ou les soirs où c'est la fête des mères, où je souffre un petit peu plus, je sais que je vais dans la chambre noire, mais je vais en ressortir. Troisième et dernière partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de l'Amande FM. Nous poursuivons avec Dorothée Laurent, nous parlons toujours des chemins de la résilience. Ce Jacques Lecomte dit que l'indépendance est un mythe. Oui, c'est intéressant. On est tous dépendants l'un de l'autre. Oui, oui, on est dans la dépendance. Beaucoup plus que les animaux, puisqu'on est dépendant jusqu'à 10-11 ans quand même, et on meurt dans la dépendance, puisqu'on ne sait plus faire grand-chose, et entre-temps on est dans l'interdépendance, c'est-à-dire qu'on a besoin des autres, on ne peut pas être isolé, à part quelques moines là dans leur grotte, et encore, ils sont complètement connectés avec l'univers, ils sont dans l'univers, ils ont une espèce de mysticisme, l'univers est rempli pour eux. Donc en fait, ils ont choisi un autre monde, mais ils sont dans le monde. Donc oui, on est complètement dépendant. Pour lui, la résilience, c'est on passe d'une mémoire souffrante à une mémoire de la souffrance. C'est ça la résilience. La résilience, je trouve que c'est plus que ça, mais c'est une façon de la définir, c'est-à-dire pouvoir transformer. C'est toujours ça, c'est la transformation. Au bout d'un moment, dire stop, peut-être aussi. Pour moi, je trouve que c'est plus accepter d'aller de l'avant. Il y a un moment où vous savez que la vie vient vous chercher, c'est dire oui, c'est aller vers les autres, c'est demander de l'aide. Donc il y a une fêlure et tant mieux. Elle laisse passer la lumière. Elle laisse passer le soleil, c'est encore mieux. S'il y a une fêlure, oui, c'est une phrase d'un sage indien qui dit il y a une fêlure et tant mieux, ça laisse passer le soleil. Et c'est l'histoire du kintsugi aussi, qui est formidable, l'histoire du kintsugi, la légende du kintsugi. Je peux la raconter ? Oui, bien sûr. Alors, le kintsugi, c'est un art japonais qui fait que quand une œuvre d'art est ébréchée ou cassée, on la répare avec une laque qui est faite de poudre d'or. Et ça devient un autre objet. Alors, c'est le même objet, mais c'est à la fois un autre objet et complètement magnifié. Et la légende est que le plus grand sage du royaume est allé voir le roi, et le roi, pour le remercier de s'être déplacé, a voulu lui offrir le plus beau vase du royaume. Et le sage l'a regardé et a dit « Non, merci ». Il est parti. Et le roi était tellement foudrage qu'il a pris ce vase et qu'il l'a jeté par terre. Et puis un sage à côté s'est dit « C'est quand même dommage, c'est un très beau vase », et l'a réparé justement avec
cette laque de poudre d'or. Et quand le sage est revenu un an plus tard et qu'il a vu ce vase, tout réparé a dit, avec ses fêlures et tout, elle dit que ce vase est beau, merci, je le prends. Et c'est ce que Christophe André, ce psychiatre qui est spécialiste du deuil, dit. J'ai rencontré des humains kintsugi, des humains qui sont cabossés par la vie et qui, au lieu d'être dans le ressentiment, arrivent à être encore plus altruistes, plus conscients des autres, plus dans l'empathie. Et il dit qu'il a beaucoup d'admiration pour ces gens cabossés qui sont devenus encore plus beaux. On est tous un peu fêlés quand même. Complètement. En dehors de l'antenne, disons-le, complètement. On va le dire à l'antenne. La souffrance non ou mal reconnue des frères et sœurs. Ah oui. Alors vous savez qu'en écrivant ce livre, je me suis rendu compte que ma fille avait souffert donc, de la mort de son frère qu'elle adorait et que je ne l'avais jamais pris en compte. D'où en fait une espèce de remords énorme. Et c'est vrai, Marie Fugain, donc la fille de Stéphanie Fugain, a écrit un livre et moi on m'a jamais demandé comment j'allais. Et c'est une famille formidable, hein, les Fugain, Stéphanie, Marie et tout ça, ils sont merveilleux. Et puis c'est merveilleux ce que fait Stéphanie, cette espèce de... Elle a voulu mourir parce qu'elle a perdu sa fille, sa mère et son père s'est pendu. Son mari l'a quittée pour une jeune femme qu'il a rencontrée dans un bar. Et elle a voulu mourir et sa meilleure amie lui a dit non, ta fille est morte en se disant je ferai le combat pour trouver des plaquettes parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. On n'en donne qu'aux enfants qui vont s'en sortir, on n'en donne pas aux autres. Et Stéphanie dit moi je voulais qu'il y en ait pour tout le monde, c'est totalement injuste. Donc elle a dit à sa meilleure amie Christelle oui d'accord on va monter ça. Et elle a monté des marches, des événements, c'est fou les plaquettes, les gens donnent leur sang maintenant pour les plaquettes et tout ça. Elle a soulevé des montagnes, Stéphanie, c'est extraordinaire. Et donc, je trouve que c'est une résilience extraordinaire. Marie Fugain, c'est la fille de Michel Fugain, et qui dit ma mère a été complètement dans sa peine, dans son désarroi, puis après, elle est partie dans son association. Et moi, on ne m'a jamais demandé comment j'allais. Alors, la souffrance des frères et sœurs, elle est énorme, parce qu'ils ont l'impression que ça devrait être eux qui meurent au lieu de leurs frères ou de leurs sœurs, et ils ont surtout l'impression que leurs parents n'allaient jamais souffrir autant si c'était arrivé à eux. Et ils se sentent coupables aussi de la souffrance de leurs parents. Donc en fait, on n'y fait jamais assez attention. Il n'y a pas que les enfants qui meurent. Il y a aussi la question qu'on pose toujours à Marie Trintignant. Si elle a pardonné, la mère... Nadine, Trintignant. Nadine, elle est extraordinaire. Si elle a pardonné, parce qu'il y a ça aussi. Il n'y a pas que les enfants qui meurent d'accident ou de suicide, il y a ceux qui meurent d'une manière un peu plus violente, on peut dire. Alors non, Nadine, elle est complètement cash, hein, c'est quelqu'un d'intéressant. On sent que c'est une famille qui a été très privilégiée. Ils étaient 5 enfants, Christian Marquand c'est son frère, elle a épousé Jean-Louis Trintignant, et puis son dernier mari, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais elle est totalement cash. Elle a dit qu'elle a perdu une petite fille à 4 mois, et que là, elle s'est... peut-être pas le dire, mais elle s'est droguée pendant 1 mois pour tenir le coup. C'est bizarre comme chemin de la résilience. Elle dit qu'elle pardonnera jamais. Non, elle pardonnera jamais. Il n'y a pas de pardon possible, parce que faire le pardon, c'est faire le deuil, et elle ne fait pas le deuil. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi elle devrait pardonner. Ça voudrait dire oublier. Non, c'est pas une question où je suis à l'aise. C'est difficile, oui, mais c'est difficile de pardonner. C'est difficile. Elle n'est pas du tout dans le pardon. En revanche, vous voyez ce qu'il a... Bon, quand sa fille est décédée, elle avait ce montage de film à faire, Colette. Donc elle dit, je me suis raccrochée à... Je montais ce film pendant 8 heures par jour, j'étais au montage, et donc ça m'a anesthésiée. Mais après, j'ai eu des accès de panique épouvantables, des crises de panique épouvantables, et elle a eu beaucoup de mal. Ce qui est intéressant aussi comme symptôme, c'était Sheila. Sheila, elle avait ses pieds qui lui brûlaient comme si elle était sur un volcan. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Sheila ? Elle a perdu son fils.
Son unique fils. Elle a perdu son fils, oui, son unique fils. Et donc, elle avait ce symptôme des pieds qui brûlaient. Elle sentait ses pieds qui brûlaient tout le temps. Aucun psychiatre n'a su pourquoi ou comment et tout ça. Et pour finir, elle a changé de vie. Elle s'est acheté une maison à la campagne, elle a commencé à faire Du jardinage. Et elle dit que ce contact avec la terre, c'est intéressant parce que la nature est quelque chose qui vous amène à la spiritualité. Faire pousser des fleurs, regarder ces fleurs dans le jardin et tout ça. Et elle dit que là, maintenant, elle marche sur la terre et que ses pieds ne la font plus souffrir. C'est intéressant comme chemin de la résilience d'aller vers la nature. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de rencontrer tous ces personnages qui sont plus ou moins connus? Il y en avait certains que je ne connaissais pas. J'ai toujours rencontré des comédiens puisque j'étais productrice à la radio et que j'ai fait des films avec Gainsbourg. J'ai eu une vie magique pour ça. Donc, comme vous disiez, ils ont la même manière de souffrir que nous. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'ils savent bien s'exprimer. Ils ont l'habitude de s'exprimer, ils ont l'habitude de parler de leurs sentiments. Donc, c'est très facile de les interviewer. C'est d'autant plus facile que j'ai eu des noms aux interviews. Il y a des gens qui ne veulent pas du tout parler de... Par exemple, Catherine Deneuve, je voulais l'interviewer pour sa sœur, Françoise d'Orléac. Ça m'intéressait. Elle m'a dit non, j'en parle jamais. Elle a fait un documentaire dessus, mais elle a dit je ne veux pas en parler. Et il y a des gens comme Patrick Chenet qui m'ont dit tout de suite oui, en disant mais moi, plus je parle de Ferdinand, plus ça me fait du bien. Je parle à Ferdinand et je parle de Ferdinand autant que je peux. C'est une façon de... Donc chacun réagit comme il peut. Et puis je crois aussi que ça dépend des moments. Il y a des moments, moi, on me parle de mon fils, ça me fait un bien fou. Puis des moments où on m'en parle, je me ferme. Vous savez, le parcours de résilience, c'est ce que disait Stéphanie Fugain. Il y a des montées, des descentes, des virages, des tombées à pic. C'est pas ah chic, ça y est, je me suis attribué la résilience, je sais comment on fait, ça va bien. Il y a des moments où on doit replonger. On replonge. Alors on sait juste... ce que j'ai appris en Inde quand même, c'est qu'à force de jeûner, de faire du yoga, d'être dans l'Himalaya, de voir le soleil se lever sur l'Himalaya, de faire des prières dans le Gange, on arrive dans une espèce de grand tout. Et dans ce grand tout, il y a une bienveillance et un amour extraordinaire. C'est ce qu'on appelle l'éveil. C'est comme une NDE. C'est comme une NDE. Voilà. Et ça, quand vous l'avez rencontré, alors moi je l'ai rencontré, hein, j'ai eu cette chance, bon quand même, au bout d'un mois dans l'ashram, tout à coup je faisais partie du grand tout. Et alors, ça n'a rien à voir avec le bonheur, c'est beaucoup plus énorme que le bonheur. C'est une espèce de plénitude extraordinaire. Vous êtes tellement bien dans cette plénitude, je ne savais pas combien de temps ça durait, 3 secondes ou 1 heure et tout ça, que vous savez, après la mort, ce qui se passe. C'est-à-dire que vous êtes dans cette espèce de bienveillance, de plénitude, de bonheur total qui n'a rien à voir avec notre bonheur humain. Et là, vous ne pouvez plus avoir peur de la mort. Vous savez que ces énergies de l'univers sont énormément de bonheur. Ouais, on n'a pas peur pour soi, mais on redoute toujours celle des autres. Ah, parce qu'il y a le manque. C'est ça la résilience. C'est que nous, on est encore là sur Terre, en train d'attendre que ça se passe. Et c'est pour ça aussi que ceux qui se suicident quelque part, c'est peut-être pour retrouver plus facilement, pour retourner plus vite dans cet état-là. Alors, moi, je trouve qu'il faut un courage énorme pour se suicider. Et que je suis sûre qu'ils sont accueillis au ciel exactement comme les autres. Et que ils ont décidé d'un contrat, enfin c'est ce qu'on dit dans le bouddhisme, ils ont décidé d'un contrat, ils sont arrivés sur Terre pour faire ce contrat, puis à un moment ils disent non, moi je romps le contrat, je me suis demandé trop, et ils ont le droit, à la rigueur ils ont le droit. Donc ce qu'il y a, c'est qu'ils vont peut-être être obligés de revenir sur Terre pour revivre une autre vie. Notre propre mort, c'est pas un problème, qu'on se suicide ou pas. C'est surtout celle des autres qui pose un problème. C'est-à-dire que, c'est ce que dit un des psychiatres là, que j'interviewe dans le livre, il dit on a des fonctions, le cerveau est quelque chose qui est très habitué, contrairement à ce qu'on croit, il a ses habitudes. D'ailleurs, on ne pourrait pas avoir des amis si on changeait tout le temps. On a des amis parce qu'ils savent que notre cerveau fonctionne comme ça. Donc notre cerveau a des habitudes de fonctionnement, et tout à coup, on n'est plus un père, on n'est plus une mère, ou on n'est plus un enfant, ou on perd son père et sa mère, on n'est plus un enfant. Le cerveau, eh bien, il n'a pas l'habitude de ce nouveau statut.
Et il lui faut du temps. Il lui faut, d'après donc Albert Moukébert, 9 mois pour comprendre. Et il dit, heureusement que le cerveau est lent, parce que si on changeait tout le temps, on ne saurait jamais à qui on s'adresse. Donc il met 9 mois à comprendre qu'il change de statut. Et après, bon, on demande de l'aide pour aménager ou non ce nouveau statut. Mais on perd nos repères. On perd nos repères et on se perd soi-même, parce que le jour où tous les gens qui vous ont connu enfant sont morts, il ne reste pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que tout notre passé disparaît. Oui, comme si on effaçait notre propre vie. C'est ce que disent les frères et sœurs. Mais moi, mon frère est parti, ou ma sœur, et donc c'est comme si on m'avait volé mon enfance. Avec qui je vais parler de mon enfance? Plus personne ne la connaît comme lui la connaissait ou elle la connaissait. C'est-à-dire que c'est toute une partie de vous qui meurt en même temps. Oui, absolument. Et c'est ça la résilience, c'est d'accepter qu'on est mort un peu soi-même aussi. La résilience, ça c'est la résistance, d'accepter. La résilience, c'est autre chose, c'est d'arriver à transformer. Mais je pense que d'accepter, c'est pas de résister, c'est de se laisser aller, au contraire. C'est d'accepter. C'est pas de la résistance que d'accepter. C'est du lâcher prise. Oui. C'est pas résister, justement. Je sais pas. Pour moi, il y a quand même dans la résilience un changement. C'est-à-dire que vous allez au plus profond de vous-même, chercher des forces pour devenir votre légende personnelle. Sinon, vous êtes dans la résistance, si vous restez ce que vous êtes avec vos repères. Il y a un changement de repères. Oui, c'est ça, il faut lâcher beaucoup de choses. Oui, vous avez l'air d'en parler comme si vous avez beaucoup vécu de résilience. J'ai beaucoup pris conscience que quand quelqu'un meurt, j'ai beaucoup plus peur de la mort des autres que de ma propre mort. Parce que justement, on existe à travers eux. Et qu'une fois qu'ils sont tous partis, on se demande si on a encore le droit d'exister et à quoi ça sert. Là, la résilience, si on perd tout son entourage... Il y en a qui ont tout perdu dans le livre, je veux dire, dans votre livre, il y en a qui ont vraiment tout perdu. Ne serait-ce que, même pas forcément des gens connus, mais dans un cataclysme, dans une guerre, il y a des gens qui vont rester tout seuls, ils ont tout perdu. Oui, il y en a qui perdent tout, qui perdent leur femme et leurs 3 enfants, là, comme Martin, qui a fait un film dessus. Oui, mais il y a cette phrase formidable de David Grossman qui a perdu son fils à la guerre, le dernier jour de la guerre, sur la frontière du Liban, et qui dit « Le mystère de la douleur en fait presque par hasard l'inspiration consolatrice. » C'est-à-dire, et je trouve cette phrase merveilleuse parce que très cérébrale, mais tellement bien exprimée. Stéphanie Fugain le dit d'une autre façon. Elle dit quand j'étais au fond du trou, je savais qu'il y avait quand même une petite flamme au fond de moi et que j'étais la seule à pouvoir la faire grandir. Donc elle dit d'une façon actuelle ce que David Grossman dit d'une façon intellectuelle. Il y a toujours cette petite flamme et on peut toujours en faire quelque chose. Ne serait-ce que du bénévolat, parce que aider les autres, c'est ce qui est arrivé à Albina de Boisrouvray. Elle a quand même perdu son fils unique. Sa mère s'est suicidée. Elle était divorcée. Il y a des vies quand même où c'est très dur de se reconstituer. Elle n'est arrivée à se reconstituer. Elle ne pensait pas du tout que parce qu'elle a aidé les autres. Et si vous voyez tout ce qu'elle a... C'est pour ça que je raconte l'histoire de l'étoile de mer dans son interview, parce que tout ce qu'elle a fait, c'est époustouflant, tous les gens qu'elle a aidés et tout. Donc, je pense que aller vers les autres est une façon de survivre. Mais la résistance, c'est survivre, et la résilience, c'est vivre. C'est-à-dire trouver en soi la force d'aller vers une autre vie, une autre personnalité qu'on a au fond de soi. C'est ce que dit Latifa aussi, qui explique bien. Elle voulait être avocate. C'est devenu l'avocate de la paix, parce que son fils a été tué par Mera. Et elle va dans tous les lycées, elle prône la paix et l'art d'être un bon musulman, et c'est pas de tuer des enfants, c'est ce qu'elle dit. Donc,
je pense qu'il y a une façon de vivre qui est plus forte que d'être que dans la résistance et de survivre. Vous n'avez pas la résistance, vous. Mais moi, je continue à dire que résilience, c'est résilier. C'est comme si on résiliait quand même un contrat. Exactement. On résilie un contrat avec la vie d'avant. Oui. La douleur d'aujourd'hui fait partie du bonheur d'autrefois. Merci Dorothée Laurent. Le livre s'appelle Les chemins de la résilience. C'est aux éditions du Courrier du Livre. Merci beaucoup. Merci.